Bonjour et bienvenue à tous. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce webinaire intitulé «L'agilité, plus qu'une méthode, un état d'esprit», qui sera donc consacré, vous l'aurez compris, à l'agilité. Alors, tout au long de ces 30 prochaines minutes, nous allons voir ce qu'est réellement l'agilité, pourquoi et comment l'utiliser. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Baptiste Thévenard, j'ai 27 ans. Et à la suite de mon master en informatique, j'ai intégré les rangs de Soprasteria dans la région des Hauts-de-France et ça fait maintenant 5 ans que j'y travaille. Alors j'ai commencé par faire du développement, puis rapidement j'ai demandé à découvrir le côté fonctionnel du métier. C'est là où Soprasteria m'a offert l'opportunité de devenir business analyst, voilà, rôle que je tiens maintenant depuis 3 ans et c'est certainement un métier qui vous sera présenté dans un prochain webinaire sans spoiler. Alors, en parallèle de tout ça, personnellement, j'ai toujours été passionné de l'agilité et c'est pourquoi je me suis porté volontaire pour vous présenter ce webinaire aujourd'hui. Ce webinaire qui sera co-animé avec mon collègue Jean-Loup Lamotte, que je laisse se présenter à son tour. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci Baptiste. Effectivement, moi je m'appelle Jean-Loup Lamotte, chez Soprasteria depuis maintenant plus de 6 ans. Alors j'ai plus de 30 ans, du coup je ne vais pas dire l'âge que j'ai. Voilà. Du coup, moi j'ai commencé en étant développeur informatique, activité que j'ai fait pendant quelques années, pendant 2-3 ans. Et je suis parti tout naturellement par la suite sur de la facilitation d'équipe, du coaching. Et aujourd'hui, en fait, j'accompagne nos clients et nous-mêmes en interne dans nos enjeux de transformation. Alors, nous allons parler ensemble, effectivement, comme on vient de le voir, de l'agilité. Alors, l'agilité, déjà, j'ai envie de faire avec vous un mini état des lieux parce qu'en fait, on en parle partout et on ne sait plus trop ce que ça veut dire. Moi, je l'ai entendu notamment il y a peu de temps dans les publicités pour la fibre. Je l'ai entendu dans les discours de Monsieur Macron qui disait qu'il fallait une France plus agile et plus résiliente. On l'entend partout maintenant dans toutes nos entreprises. Je suis sûr que vous aussi, dans vos cours, vous l'entendez car ça vient remplacer en théorie la partie qui présente le cycle en V. Et on l'a même, et c'est assez drôle à voir, on l'a même dans les excuses de nos clients, c'est-à-dire que quand ils ne savent pas ce qu'ils veulent, quand ils arrivent en retard, ils n'arrêtent pas de dire « ouais, mais je suis agile, hein, donc il faut l'être aussi ». Voilà, tout ça pour dire qu'en fait, aujourd'hui, dans l'entreprise, eh bien, ce mot-là, il a perdu son sens. Est-ce que c'est une méthode? Est-ce qu'on parle d'un cadre, d'outils, d'une philosophie? Eh bien, en fait, on n'en est plus trop sûr. Et ce qui fait même qu'on commence à avoir dans nos entreprises les gens qui sont pro-agiles, des gens qui ne le sont pas. Et par conséquent, on se retrouve avec une approche assez sectaire, avec les grands gourous, les ayatollahs, les beaux penseurs qui viennent et qui prennent les valeurs et les principes agiles sans trop savoir ce que c'est vraiment. Donc, il y a un vrai culte du cargo autour de ça. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à regarder sur Wikipédia l'histoire du culte du cargo. Elle est plutôt intéressante. Et du coup, voilà, tout ça pour vous dire qu'on a perdu le sens et que le but de ce point-là, avant tout, ce sera qu'ensemble, on redonne du sens à ce mot-là. Alors, on va voir justement d'où est-ce qu'il vient, ce mot-là. Et alors, vous m'excuserez, mais j'ai le réflexe des gens qui ont plus de 30 ans. Du coup, je suis allé voir sur le Robert et le Larousse ce que ça voulait dire. J'ai des vieux réflexes que je ne changerai pas. Et du coup, en regardant l'agilité, j'ai vu que c'était la qualité de ce qui est agile. Bon, ça ne m'a pas énormément aidé, mais le mot agile était pas loin. Et il nous disait qu'il y a de la facilité et de la rapidité dans l'exécution de ces mouvements. Ok, alors on va essayer de voir un peu ce que ça veut dire ensemble. Si on devait parler de l'agilité au niveau d'une personne ou d'un être vivant, on pourrait comprendre typiquement que le cerf est plus agile que la tortue. Ça se comprend plutôt bien, effectivement. Maintenant, si on essaye ensemble de transposer ça pour une équipe ou pour un projet, ce serait quoi une équipe ou un projet qui est plus agile qu'un autre? Bien là, en y réfléchissant un peu, ça pourrait être que cette équipe arrive à délivrer des choses plus rapidement.
cette équipe arrive à s'adapter à ce que le client veut un peu plus vite. Ce que l'on commence à voir, en fait, c'est que quand on transpose cette agilité à l'équipe, on parle d'être proactif par rapport au changement. Et du coup, si on va encore un peu plus loin et qu'on l'amène au niveau de l'entreprise, eh bien, on serait en train de se dire qu'une entreprise qui est plus agile est une entreprise qui arrive à s'adapter à son environnement. Et du coup, si on devait en donner finalement une définition qui est plutôt claire, c'est avant tout une philosophie, un état d'esprit, celui de considérer le changement comme étant une opportunité. Maintenant qu'on a mis ça un petit peu plus au clair, vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les entreprises, elles doivent changer? Pourquoi est-ce qu'elles doivent s'adapter? Eh bien, en fait, depuis en fait les 15 à 20 dernières années, on est rentré dans un monde que l'on dénomme VUCA. VUCA, c'est un acronyme qui signifie volatile, incertain, complexe et ambigu. Et ça, c'est la caractéristique de notre monde et ce n'est pas du tout le monde qui a duré de 1900 à 1970 et qui a vu l'essor de nos grandes entreprises. Là, on est sur un monde en fait où tout est différent. Alors, on va prendre rapidement toutes les lettres, mais si on parlait déjà de volatile. Volatile, ça veut dire qu'on est dans un monde où les vérités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui et ne seront pas celles de demain. Un exemple, et que tout peut changer très vite aussi. Et l'exemple que j'ai en tête, c'est il y a à peu près 2 semaines, vous avez WhatsApp qui s'est fait tweeter par une personne qui n'est pas très connue, elle s'appelle Elon Musk, on ne la connaît pas trop. Voilà, mais suite à ce tweet, en seulement quelques minutes, WhatsApp s'est effondré. Une autre application qui s'appelle Signal est montée en flèche. Et une autre entreprise qui porte le même nom, mais qui n'est pas la première, a vu son action en bourse augmenter de manière impressionnante. Tout ça pour vous dire qu'en 1 seconde ou 1 minute, avec seulement un tweet, vous pouvez être un géant et devenir bien plus grand chose. Et ça, c'est une caractéristique de ce monde-là. L'incertitude, bon, elle est assez facile à illustrer. Aujourd'hui, on est dans un contexte plutôt incertain avec la Covid. Voilà, on y est tous familiers. On ne sait pas de quoi demain sera fait, de quoi est-ce qu'on aura le droit, quand est-ce qu'on va revenir à une vie normale. Donc aujourd'hui, c'est voilà, ce virus et demain, ça pourra être encore autre chose. La complexité, quant à elle, c'est l'idée qu'aujourd'hui, dans ce monde-là, on est tous plus ou moins reliés les uns aux autres. Et en fait, il peut se passer une petite chose à un endroit du monde qui a un impact très fort sur vous à l'autre bout du monde. Tout est hyper connecté et quelque chose qui est très difficile pour les entreprises dans un monde comme ça, c'est qu'en fait, les mêmes causes ne produisent plus les mêmes effets. Et vous pouvez avoir des produits qui marchaient très bien, qui du jour au lendemain ne fonctionnent plus. Et enfin, le dernier mot, c'est l'ambiguïté de ce que les gens veulent. Aujourd'hui, en réalité, on veut tous la même chose, sauf qu'on veut tous se sentir unique, avoir une approche qui soit contextualisée, personnalisée. Et ça, c'est très, très difficile pour les entreprises. Et du coup, comment est-ce que les entreprises arrivent à s'en sortir dans ce monde qui est VUCA? On l'a vu, elles ne peuvent plus se projeter à très long terme parce que tout est complexe, tout change très très vite. Eh bien en fait, elles vont mettre en place ce que l'on appelle de l'empirisme. L'empirisme, c'est l'idée que l'on apprend de ce que l'on fait. On apprend par l'expérience. Et du coup, au lieu de se projeter à très très long terme dans ce que l'on fait, on va essayer d'avancer petit à petit. On va faire des petites choses, regarder comment les utilisateurs, comment le monde s'en sert, est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, et on va apprendre des choses. Et du coup, l'entreprise du futur, c'est une entreprise qui apprend, qui est apprenante. Il y a 2 leviers forts pour que cette entreprise devienne une entreprise qui est apprenante. La première, c'est qu'elle s'organise par la valeur. Alors, s'organiser par la valeur, c'est un gros changement, c'est-à-dire que l'entreprise va essayer de changer la façon dont elle travaille
pour que ça puisse correspondre mieux à ce que les gens veulent. On va notamment changer pour repasser d'une approche produit à une approche projet. Alors là, ça peut paraître un petit peu complexe ce que je suis en train de dire, mais dans les grandes lignes, nos entreprises savent faire des bons projets, c'est-à-dire livrer des choses en temps et en heure pour un coût qui est fixé. Mais garantir des projets qui sortent à l'heure ne garantit pas que le produit que l'on a fait est utile. Donc on va plutôt changer notre façon de voir les choses et plutôt faire le focus sur un produit qui est utile. Et pour accompagner ce changement, on va avoir besoin également que nos managers changent. Et on va passer non plus sur un management à la personne, mais un management de l'organisation. C'est ce qu'on appelle le management 3.0. Le manager ne va donc plus être ce qu'il pouvait être avant, c'est-à-dire plutôt un consultant et plutôt un boss qui est là pour donner des ordres et des objectifs individuels. Il va être là, au contraire, plutôt en posture de coach pour faire grandir les gens et en posture de leader pour en fait être capable de partager la vision de l'entreprise autour de lui. Et du coup, idem, on va plutôt être sur de la mise en place des objectifs qui vont être collectifs plus que des objectifs qui vont être individuels, tout simplement en fait parce que la réussite de tous les objectifs individuels ne garantissent pas la réussite de l'entreprise. Le second levier, pour pouvoir apprendre, il va falloir que l'on favorise cet apprentissage. Donc déjà, on va partager une vision d'entreprise pour faire en sorte que tous les gens qui apprennent, tous les gens qui font des choses, le fassent dans le même sens. Et on va mettre en place des boucles pour s'améliorer de manière continue à tous les niveaux, c'est-à-dire à la fois améliorer les produits que l'on fait et améliorer la façon dont on les fait. Et une façon pour les entreprises de mettre ça en place, c'est notamment de le faire en utilisant des cadres. Donc les cadres à différents niveaux pour permettre une meilleure autonomie, une meilleure créativité des gens. Et je laisse Baptiste vous en dire un peu plus. Merci beaucoup, Jean-Loup. Alors, les cadres nous aident, voilà, comme vient de le dire Jean-Loup, nous aident à matérialiser tout ce qui vient d'être présenté et donc l'agilité. Ces cadres possèdent des points en commun, donc notamment le fait de mettre en place des cycles d'amélioration continue qui seront assez courts sur la durée. Ils seront animés par des rôles, personnes qui tiendront certains rôles et qui respecteront des événements précis. Et ils ont tous pour objectif de piloter les équipes vers la création de valeur pour le produit final. Voilà, toujours orienté pilotage vers la valeur. Donc dans tous ces cadres qui sont à notre disposition, deux sont dominants. Donc vous connaissez certainement Scrum qui lui est plutôt orienté pour la gestion de projets. Et puis Safe, peut-être un peu moins connu, mais pourtant très utilisé, qui est plutôt axé sur la transformation d'une entreprise dans sa globalité. Alors, d'autres cadres peuvent être à notre disposition. Alors, soit ils sont utilisés en tant que tels, soit ils viennent en agrément aux deux cadres principaux. Donc, le premier, ici, nous avons DevOps, qui favorise l'échange entre les équipes de développement et système afin de répondre au mieux aux besoins métiers. Hein. Ensuite, nous avons Extreme Programming, aussi connu sous le nom de XP, qui nous offre un large panel d'outils et de pratiques, toujours dans le but de livrer un produit fidèle aux attentes. Et puis Kanban, qui en fait, sous forme d'un tableau, nous permettra de visualiser le flux de travail en cours pour l'optimiser et le réduire. À tout ça vient s'ajouter une approche, l'approche UI/UX, qui elle aussi est connue. Donc deux aspects, donc l'UI pour interface, qui elle va se rapprocher plutôt de l'environnement graphique. Le but de faire en sorte que le produit final soit esthétiquement agréable. Et puis à cela vient s'ajouter l'UX, donc pour l'expérience utilisateur, qui elle travaille plutôt sur, avec les retours des utilisateurs
intervient pour rendre plus agréable l'utilisation, plus pratique et plus instinctive. Donc ici, nous pourrons le voir sur cette petite image. On a tous connu ces deux formats de SketchUp relativement célèbres. Donc une approche UI, donc si le besoin principal est de fournir du SketchUp à ses clients, une première approche serait voilà, ce qui est écrit sous UI, enfin montré sous UI, dans le sens où on a une bouteille qui est visuellement assez agréable, qui brille de par son enveloppe de verre, avec le bouchon en métal remis sur le haut. Et puis, suite à une sorte de yo-yo incessant entre l'UI et l'UX, nous pouvons voir qu'il y a eu les retours utilisateurs qui se sont dit peut-être que oui, alors le ketchup est très bon, mais on a du mal à l'obtenir avec une bouteille en verre, c'est pas si facile. Est-ce qu'on pourrait pas mettre quelque chose plutôt en plastique pour essayer de presser, avoir ce qu'on voulait? Aussi, on a vu que le verre et le bouchon, c'était pas très pratique parce qu'on en mettait un peu partout, c'était pas pratique. Est-ce que vous pouvez nous faire un bouchon, anti-goutte? Voilà, et puis, c'est pas très ergonomique, on n'arrive pas trop à la prendre, alors on va retravailler un petit peu la forme de la bouteille, voilà, et tout ça pour mettre en place, voilà, les retours utilisateurs pour obtenir un produit qui a la plus grande valeur. Alors, et tout ce qui vient de vous être présenté, comment ça peut s'organiser à l'échelle d'une entreprise? Alors déjà, on peut dégager 3 grands aspects: stratégie, management des besoins, opérationnel. Donc dans la stratégie, on parle de la vision d'entreprise avec une projection à plus de 2 ans, bien connaître les axes de développement de l'entreprise. Dans le management des besoins, on va essayer on va pas essayer, on va ensemble, trouver les produits à mettre en place. Et ensuite la partie opérationnelle, donc ça sera plutôt sur le comment réaliser ces produits. Donc l'UI UX intervient ici pour récupérer le besoin, toujours en plaçant l'utilisateur au centre du produit, et surtout pour ne pas confondre ce qui est demandé avec le réel besoin de l'utilisateur. Voilà. DevOps et XP, quant à eux, nous donnent tout ce qu'il faut pour délivrer un produit dans les meilleures conditions et dans les meilleurs délais. En dessous, nous avons Kanban, donc on le rappelle, qui nous aide à gérer le besoin en temps réel sous forme d'un tableau et qui va nous permettre de suivre étape par étape l'avancement du produit. Et c'est ensuite Scrum qui va nous permettre de mettre en application toute cette préparation à travers des événements et des rôles que je vous présenterai juste après, un petit jeu que vous connaissez certainement. Alors si vous avez un peu moins de 30 ans, comme Jean-Loup, vous allez certainement reconnaître le Burger Quiz. Donc, le Burger Quiz, il y a une des étapes qui s'appelle les nuggets. Donc là, simplement, on va vous demander de participer, simplement en répondant à ces quelques questions. Donc 4 propositions, une seule bonne réponse. Selon vous, l'agilité, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est plutôt une méthode unique, un ensemble d'outils de gestion de projet, un état d'esprit, ou alors un mot synonyme de souplesse. Alors, on va vous laisser quelques instants pour répondre. Hop. Alors, vous pouvez répondre grâce à la partie questions-réponses qui est à votre disposition. Alors, j'ai une première réponse. OK. Alors, on m'a dit que vous étiez entre 40 et 50, donc j'attends peut-être plus que d'une réponse. Je sais aussi qu'il y a un petit délai entre ma parole et vos réponses. Alors, j'ai plusieurs. Oui, vous pouvez simplement répondre C, A, B, C ou D. Évidemment, pas besoin de tout réécrire. Alors, la bonne réponse, j'ai envie de dire les 4 aussi. Alors,
ici, nous axons sur le fait que l'agilité est avant tout un état d'esprit. Un état d'esprit qui est ensuite mis en place par un ensemble d'outils de gestion de projet. Voilà. Donc, ce n'est pas une méthode unique, on l'a vu, il y a plusieurs façons de l'appliquer. Et en effet, ça peut être, mais là c'était un peu pour l'humour, un mot synonyme de souplesse, en soi c'est correct. Mais là, dans notre contexte, la réponse attendue était un état d'esprit. Prochaine question. Alors, selon vous, là on revient un petit peu à ce que nous a présenté Jean-Loup juste avant, qui contre-attaque la complexité? Alors, c'est l'empirisme, le fait d'être en apprentissage continu, peut-être aussi l'incertitude, le côté obscur, ou alors personne, c'est impossible. Ne pas la contre-attaquer. Alors, il y a quelqu'un qui nous explique en anglais, enfin qui nous dit que aucun des quatre, nous parlons d'un framework. Alors ici, nous ne parlons pas spécialement du framework Scrum, nous parlons de l'agilité en tant que telle. Et oui, tout à fait, merci à vous. Donc c'est l'empirisme qui nous aide à contre-attaquer la complexité. Alors, dernière question, celle-là va être un peu plus rapide certainement. Aujourd'hui, et puis ça dépend aussi de la vision de chacun, aujourd'hui nous sommes dans un monde qui est plutôt pas marrant, qui est bizarre, plutôt sympa ou alors VUCA. Fera pas de lien avec l'actualité un peu tumultueuse de ces derniers temps. Bon, j'imagine que vous avez la bonne réponse. C'est VUCA. Par rapport à ce que Jean-Loup vous a présenté tout à l'heure. Alors, on va passer maintenant comme promis sur la présentation de Scrum. Voilà, parfait, merci. Donc Scrum s'articule à travers différents rôles et événements, comme dit précédemment, afin de livrer des produits fréquemment, en répondant toujours aux attentes et en se basant sur l'amélioration continue du produit et de l'équipe en tant que telle. Donc, on peut voir ici sur le schéma sur la gauche que vraiment le but de Scrum en soi, c'est de délivrer un produit fini qui sera mis entre les mains des utilisateurs finaux de façon régulière. Comme ça va nous permettre de récupérer du feedback, des retours, afin d'améliorer ce produit. Tout ça est articulé par l'équipe Scrum qui va travailler ensemble, main dans la main. Chacun aura ses rôles dans cette organisation, je vais vous présenter ça juste après, pour délivrer ce produit. Et nous avons donc différents événements qui sont le sprint planning, le daily scrum, sprint review et la sprint rétrospective qui nous permettent en fait de faire tourner cette boucle de feedback qui favorise, comme le disait Jean-Loup, l'apprentissage. Donc, comme dit juste avant, nous allons parler maintenant des différents rôles et surtout des responsabilités de chaque rôle. Vous les connaissez peut-être. Donc, en premier lieu, nous avons l'équipe de réalisation. Donc, le rôle de cette équipe, c'est de faire en sorte que le produit soit bien fait, soit bien réalisé, la bonne réalisation du produit. Ensuite, nous avons le Scrum Master qui, lui, va récupérer les retours des différents, au fil des incréments pour faire fonctionner cette boucle d'amélioration continue, que ça soit sur le produit et sur l'équipe. Et venant ensuite, en dernier, le Product Owner, qui lui a la responsabilité vis-à-vis du produit de faire le bon produit. Voilà, son rôle était de simplement faire le bon produit, de récupérer le bon besoin du client. Et donc aussi, si dans la pratique, tout ce qu'on vous a présenté a l'air simple, l'est-il réellement? C'est ce que Jean-Loup va vous présenter maintenant. Pardon. Merci Baptiste. Donc effectivement, on a vu pas mal de choses déjà jusqu'à maintenant en un temps assez court. Donc on a vu ce qu'était l'agilité, on a vu pourquoi est-ce qu'on en faisait.
On a vu comment est-ce que les entreprises s'adaptaient, notamment en mettant en place des cadres. J'en profite aussi pour répondre en même temps à une des questions. Cadre et méthodologie, effectivement, ce n'est pas la même chose. Un framework, c'est le mot pour cadre. Donc un cadre, c'est la mise en place quelque part d'un écosystème pour permettre justement à des équipes de travailler de manière efficace. Là où la méthodologie, c'est plus une démarche à suivre. Donc la méthodologie, c'est des choses que l'on peut mettre en place à l'intérieur même d'un cadre. Et donc du coup, ces cadres-là qui sont mis en place dans nos entreprises, mais en fait, les entreprises, malgré le fait que, voilà, il y a des choses que l'on peut faire pour pouvoir s'adapter dans un monde qui change, ça reste quand même quelque chose qui est très, très difficile pour elles. Et le premier point qui fait que c'est très difficile aujourd'hui pour les entreprises de changer, c'est qu'en fait, il y a le feu tout autour d'elles, mais elles n'arrivent pas à s'en rendre compte. Ça, c'est la première chose, en fait. C'est l'idée de, on est leader sur le marché depuis très longtemps, bah, il ne peut rien nous arriver, en fait. Hein. Donc, il y a un petit peu cette image où beaucoup d'entreprises en France se voilent un peu la face sur les réels dangers d'un monde VUCA. Et pour celles qui se rendent compte qu'effectivement, il faut qu'on change, il faut qu'on bouge, ce monde change, il faut qu'on s'adapte à ce monde qui change. Pour ces entreprises-là, elles ont souvent à faire face à une résistance au changement. Une résistance au changement, c'est-à-dire que même vous, sur une équipe ou peu importe la structure dans laquelle vous êtes, si vous mettez en place un changement, vous avez le principe du 20-80. Donc, vous avez à peu près 80% des gens qui ne vont pas vous suivre, qui vont dire bah non, j'ai pas du tout envie de changer. Et sur les 20 autres pourcents, en fait, vous en avez 15 qui n'en ont pas grand-chose à faire, et vous allez en avoir que 5 qui vont être moteurs et qui vont vous suivre. Donc, comptez, mais ça peut ne pas faire grand monde. Donc, cette résistance au changement, elle est réelle. Et elle est d'autant plus forte que vous allez demander à des gens de travailler sur des métiers qui sont éventuellement différents. Et ça peut être des gens qui ont été habitués à faire la même chose depuis 20 ans, 30 ans, voire même encore plus. Et si vous n'arrivez pas à inclure les ressources humaines dans ce débat, dans cette transition, eh bien, les gens vont avoir l'impression qu'ils changent, qu'ils ne sont plus du tout utiles, qu'ils n'apportent plus rien, ce qui démotive énormément, voire même peut entraîner le fait que les gens quittent l'entreprise. Les deux derniers freins que vous pouvez avoir pour arriver à amener du changement, c'est le management, qui lui ne veut pas trop changer. C'est-à-dire que souvent, vous avez les grands chefs qui veulent que ça bouge, hein, et vous avez toutes les équipes qui elles aussi ont envie que ça bouge, elles aussi ont envie d'être plus agiles dans ce qu'elles font, et vous avez toute cette couche plutôt intermédiaire qui pilote, qui elle a beaucoup plus de mal à changer. Donc si vous ne les accompagnez pas, eux également dans la transformation, il y a peu de chances pour que ça marche. Et enfin, le dernier point, c'est le fait que vous n'ayez pas communiqué sur pourquoi est-ce que vous changez, tout simplement. Si la vision, elle n'est pas claire, si les gens ne sont pas tous en phase sur pourquoi est-ce qu'on change, bah, soit les gens vont même pas vouloir changer, soit ils vont changer, mais pas dans le bon sens. Donc au final, ça va faire pire que mieux. Et du coup, la dernière question que je vous pose, c'est, et vous, comment est-ce que vous pouvez être des acteurs dans une entreprise qui veut être plus agile ? Alors, c'est justement ce que l'on va voir tout de suite. On a un slide pour cela. L'idée, effectivement, c'est de se dire qu'on aura besoin de vos connaissances, on a besoin de vos compétences, mais on a aussi besoin de votre savoir-être. Et les qualités que je retiens pour pouvoir aider ces entreprises-là à être plus agiles, c'est avant tout d'être intègre avec vous-même. Être intègre, ça veut dire que les actions que vous faites sont liées à qui vous êtes. C'est-à-dire que vous ne faites pas de choses qui n'ont pas de sens pour vous et vous allez chercher le sens des choses. Vous savez pourquoi est-ce que vous faites ces choses-là. Vous allez également apprendre à mitiger tous vos biais. En fait, il n'y a pas de bon sens dans l'entreprise. Le bon sens, ça n'existe pas. Chacun a sa vision à lui de ce qu'est le bon sens. Et du coup, voilà, il faut apprendre à être en mesure de comprendre ce que les autres pensent.
Et ça, c'est vraiment un des points forts pour pouvoir amener du changement. Également aussi, apprendre à mieux vous connaître vous-même, comprendre quelles sont vos émotions et pourquoi est-ce que vous les ressentez. Je suis convaincu que l'intelligence émotionnelle sera un des points forts des leaders de demain dans une entreprise. Et enfin, un des derniers points, c'est d'être prêt à coacher, à être coaché, donc c'est-à-dire à grandir et à faire grandir les gens autour de vous. Par la suite, vous le savez peut-être, mais toute transformation commence par soi. Donc, n'hésitez pas à vous aussi être proactif dans ce que vous faites, à être plus exemplaire. Donc, commencez par faire des choses. Mettez-vous dans une position où vous apprenez perpétuellement. Et en fait, tout ça pour vous dire en un mot que pour être acteur, ce que l'on souhaite, c'est que vous soyez vous-même et que vous soyez le meilleur de vous-même, tout simplement. Je vais laisser la main à Baptiste, qui a une dernière question pour vous, et puis je crois quelques autres qui vont suivre. Tout à fait, merci. En effet, il y avait un nugget qui s'était égaré, le revoici ici. Pourquoi faire du Scrum selon vous? Parce que c'est tendance, tout le monde en fait. Parce que ça permet de faire un focus sur la valeur, pourquoi pas? Et c'est mieux que de rien faire, non? Selon vous? Là, normalement, si vous avez bien suivi, il ne devrait pas y avoir trop de soucis. Alors, on voit toutes les réponses, les questions, pardon, qui sont là, que vous nous envoyez. On y répond dans 2 slides. L'abbé, en effet, merci beaucoup. Donc c'est pour faire un focus sur la valeur. Alors maintenant, on va passer à une autre étape du Burger Quiz, celle-ci un peu plus drôle. Ça va être le sel ou poivre. Donc le sel ou poivre, c'est une proposition, une deuxième, ou alors les deux. Donc l'agilité, l'agilité, ou alors les deux. Première question. Nous aide à y voir plus clair chaque jour, selon vous? Est-ce que c'est l'agilité, l'agilité, ou alors les deux? Alors réponse. Réponse apparaître. Les deux, en effet, l'agilité nous aide à y voir plus clair chaque jour, mais vous avez peut-être aussi pensé à Gilles Boulot sur le JT, journal télévisé de TF1. Deuxième question, on en a besoin pour gagner à Roland-Garros. Est-ce qu'on a besoin d'agilité ou alors c'est plutôt l'agilité? Roland-Garros, on le rappelle, une grande compétition de tennis française qui, je l'espère, démarrera à temps cette année. Alors la réponse, l'agilité, oui, en effet, parce que Gilles Simon perd toujours à Roland-Garros. On n'a jamais vu un Gilles gagner, en tout cas pas français. Le dernier, ça remontait à un Starianic, c'était en 82. On s'en souvient. Alors dernier sel ou poivre. Alors nous pilote, alors celle-là est peut-être un peu plus touchy, nous pilote vers la ligne d'arrivée. Est-ce que c'est l'agilité ou alors, encore une fois, l'agilité ou alors les deux? Et la réponse, les deux, car en effet, l'agilité nous aide à arriver jusqu'à un produit fini. Mais c'était aussi le cas de Gilles Villeneuve, qui a été un coureur automobile célèbre. Voilà, donc nous avons donc terminé avec ce Burger Quiz. On va passer maintenant à la fameuse étape des questions-réponses. Alors, j'en ai vu déjà une partie, on va les récupérer. Je vais me positionner en place de présentateur et c'est Jean-Loup qui vous y répondra. Alors, je remonte, j'essaie de voir ce qu'on n'en a pas loupé. N'hésitez pas à les réécrire si jamais j'en ai loupé qui était plus haut. Donc selon vous, selon toi Jean-Loup, quelle est la différence entre un product owner et personne AMOA?
Alors effectivement, c'est une très bonne question. La différence entre une product owner et une personne qui est AMOA, en fait, ce sont, j'ai envie de dire, quelque part, ce sont deux choses un peu différentes. C'est-à-dire qu'une personne qui est AMOA, c'est un métier en tant que tel. C'est une position dans l'entreprise. Elle est positionnée dans un certain endroit, dans une chaîne de création de projets ou de produits. Product owner, c'est plutôt un rôle. C'est un rôle que l'on va prendre sur la création d'un produit. C'est un rôle de responsable produit. Donc, je dirais qu'en fait, d'un côté, on est plutôt sur un métier, de l'autre, on est sur un rôle, et en fait, les deux peuvent être mis ensemble. C'est-à-dire qu'une personne qui est de l'AMOA peut jouer un rôle de product owner sur un produit. Les deux ne sont pas antinomiques. D'accord. Alors, il y avait la même question, mais vis-à-vis du chef de projet, la différence entre le chef de projet et le product owner. Oui, bah c'est une bonne question. En fait, on en revient aussi sur la notion de responsabilité. C'est-à-dire que le chef de projet, il est responsable d'un projet. C'est-à-dire, il est responsable de faire en sorte qu'il y ait un produit qui sorte en temps et en heure à un coût fixé. Ça, c'est le rôle du chef de projet. Le rôle du chef de produit ou du product owner, c'est de faire en sorte qu'il y ait un produit utile qui sortent. Et ce n'est pas exactement la même responsabilité. C'est-à-dire que le chef de projet, il n'a pas de responsabilité à proprement dit sur le produit. Que le produit marche ou que le produit ne marche pas, ce n'est pas sa responsabilité vu qu'il est responsable uniquement du projet. Le product owner, par contre, lui, il est responsable du produit. Donc, ce sont deux approches en fait différentes, mais les deux sont en fait importante. C'est-à-dire que pour construire un produit, il vous faut un ou plusieurs projets. Donc, vous pouvez avoir des chefs de projet qui vont être en support de votre chef de produit. Voilà, je ne sais pas si ça répond. J'imagine que oui. Alors, mettre en place l'agilité est-il difficile au sein d'une entreprise internationale? Est-ce que ça serait plus difficile? C'est une bonne question. Déjà que c'est difficile dans une entreprise, on va dire, nationale, dans une entreprise internationale, on rajoute forcément des choses qui font en sorte que c'est beaucoup plus dur, c'est-à-dire le fait qu'il y ait déjà plusieurs sites. Donc, l'entreprise, elle est dispatchée dans plusieurs pays, à plusieurs endroits. Donc, ça fait que déjà entamer un processus de transformation n'est pas simple. Et qui plus est, les enjeux de cette entreprise-là dans un pays peuvent être différents des enjeux dans un autre. Et un dernier point qui fait que c'est réellement très complexe, c'est que la culture n'est pas forcément la même. Si vous travaillez avec des Français, vous ne travaillerez pas de la même façon que si vous travaillez avec des Américains, pas de la même façon avec des Indiens. Voilà, en fonction des gens avec qui l'on travaille, ce n'est déjà pas la même façon de faire. Donc là, un des conseils, ce n'est peut-être pas d'essayer de faire une transformation globale qui n'aurait peut-être pas de sens. C'est plutôt d'essayer de voir pour faire une transformation par pays ou par site en tant que tel, et avec une envie à un niveau global, non pas d'uniformiser ce qu'on est en train de faire, parce que ça n'a pas forcément de sens de faire la même chose en France qu'à l'autre bout du monde, mais plutôt d'essayer de faire une harmonie. Mais en tout cas, c'est un vrai défi. Et là, on part sur des temps assez longs. On part sur des transformations qui durent plusieurs années, voire des dizaines d'années. Merci. Alors, on va prendre une dernière question parce qu'on va être pris par le temps. Selon toi, donc, quel est le profil idéal pour être Scrum Master ou Product Owner? Donc là, il y a deux questions en une. Le profil idéal, alors c'est une bonne question. Je vais commencer par le Product Owner. Un bon Product Owner, malgré ce que l'on entend, c'est pas forcément quelqu'un qui maîtrise très bien le métier. C'est pas forcément ça. Pour moi, un bon Product Owner, ça va être avant tout quelqu'un qui sait faire des choix. Parce qu'en fait, si vous passez sur une approche produit, donc vous allez montrer le produit que vous faites, vous allez récupérer les retours des gens, comme vous l'avez vu avec Scrum notamment, vous allez récupérer les retours des gens de manière
de manière assez fréquente. Et si vous montrez des choses aux gens, et ça c'est humain, les gens ils vont en vouloir beaucoup plus. Et tout le monde va vouloir beaucoup plus de choses. Et si vous dites oui à tout, vous allez vous retrouver avec un produit qui fait un petit peu tout et n'importe quoi. Du coup, si vous êtes responsable produit, vous devez apprendre à dire non, c'est-à-dire non à 90% des idées des gens pour ne garder que les 10% qui en gros ont du sens pour vous. Et vous devez du coup être ouvert aux échanges et être diplomate pour faire comprendre aux gens en quoi ce que vous faites aujourd'hui est plus important pour le produit que les idées qu'ils ont pu émettre. Voilà. Donc en fait, c'est un vrai rôle où on est ouvert et diplomate, on est vraiment très très passionné par ce que l'on fait. Et voilà, et il faut aimer également travailler en équipe parce que vous allez être avec une équipe qui va créer le produit. Scrum Master ou facilitateur ou coach, là, l'idée, elle est plutôt, vous êtes comment dire, une posture où vous aimez bien faire grandir les gens, où vous aimez bien en fait faciliter. C'est-à-dire, ça vous plaît autant de faire que de faire faire et que de aider les gens à faire. Donc, en fait, c'est la même chose. Il faut être ouvert, il faut être à l'écoute. Il faut avoir envie d'aider, avoir envie de faire grandir. Voilà, donc, vous voyez, en fait, au niveau des rôles, on est quand même avant tout sur des rôles de savoir-être, presque, hein, plus que de savoir-faire. Donc on te laisse enchaîner. Du coup, on a terminé. Malheureusement, on n'a pas eu le temps de répondre à toutes les questions. On va peut-être vers vous. Alors Par la effectivement, suite. ben, le temps passe très vite. Alors, ce que l'on va voir avec vous, c'est que justement, hein, on l'a vu, on était sur une entreprise apprenante. On souhaite que vous aussi, vous soyez en mode où vous apprenez. Eh bien, nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va vous demander de nous donner ce que l'on appelle une note de retour sur investissement. C'est le ROTI, pour savoir si effectivement ce webinaire vous a plu. Donc tout simplement, si vous nous mettez 5, c'est que vous avez appris énormément de choses, vous avez trouvé que c'était super utile et qu'on était super chouette. Voilà, donc là, on tend sur du 5. Si au contraire, ben, la demi-heure que l'on a eue ensemble, ben, vous auriez mieux fait d'aller manger, ben, vous serez plutôt sur du 1. Et si vous êtes mitigé un peu entre les deux, sur du 3. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire un retour entre 1 et 5. Pour nous, c'est super important pour pouvoir voir ben, justement est-ce qu'il faut que l'on change des choses et que l'on s'améliore. Et voilà. Et du coup, en attendant vos retours, ben, j'en profite avec Baptiste pour vous remercier à toutes et à tous pour votre participation et toutes vos questions. C'était super chouette. En tout cas, ça a été un réel plaisir que d'être avec vous. On va vous dire à très bientôt. Vous aurez rendez-vous le 18 février avec Nora et Raphaël qui vont vous parler d'un autre métier qui est celui de business analyst. Vous allez voir, c'est un métier aussi qui est très, très sympathique. Voilà, ben je vous dis en tout cas un grand merci et à très bientôt.